La garde à vue est une mesure de contrainte régie par l'article 62.2 du Code de procédure pénale. Elle est décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Bienvenue dans Garde à vue, le podcast. Juillet 1995. Un appel anonyme informe la police que le décès d'un homme, Jean-Bernard Wiktorska, déclaré comme accidentel, serait en fait un meurtre. Il aurait été tué par sa femme et son amant. Les policiers récupèrent le corps in extremis, juste avant son incinération. L'autopsie confirme l'homicide. Les policiers interpellent le couple dénoncé par la mystérieuse informatrice, ainsi que la femme chez qui ils sont découverts. Mais lors de cette arrestation, l'homme prétend s'appeler Jean-Bernard Wiktorska, c'est-à-dire qu'il donne l'identité du mort. Ils sont transférés à la brigade criminelle de Versailles. Le 20 juillet 1995, à 13h15, leur garde à vue commence. Vous écoutez le premier épisode de l'affaire Wiktorska. Ces auditions ont été reconstituées avec des comédiens d'après les procès-verbaux des interrogatoires. Vous entendrez aussi les témoignages des enquêteurs et des avocats qui ont travaillé sur l'affaire. Comment vous vous appelez? Jean-Bernard Wiktorska. Wiktorska, ça s'appelle comment ça? W-I-K-T-O-R-S-K-A. Dis donc, pas facile comme orthographe. Wiktorska. Jean-Bernard donc. Je ne dis rien, je le laisse dans son mensonge. Inspecteur divisionnaire Lepache, brigade criminelle. Et je continue comme s'il s'agissait effectivement de Wiktorska Jean-Bernard pour ne pas attirer son attention. Votre date et lieu de naissance? 22 février 1953, à Remiremont, dans les Vosges. Je me suis simplement dit que l'intéressé qui était là avait quelque chose à cacher. Vous habitez? Sarcelles. 1 allée du Meunier. 1 allée du Meunier à Sarcelles. Est-ce que vous voulez qu'on prévienne votre famille pour votre garde à vue? Pas la peine, puisque ma femme était là quand j'ai été arrêté. Celle qu'il présente comme sa femme, c'est Nadège Wiktorska, la femme de la victime. Lors de son arrestation, elle a immédiatement dit que son mari était mort. Mais celui qui se fait passer pour Jean-Bernard Wiktorska n'a pas pu l'entendre. Il avait déjà été mis à l'écart dans une autre pièce. C'est très révélateur de sa personnalité. En réalité, c'est quelqu'un qui est dans la toute-puissance. Frédéric Landon, avocat de Jean-Stéphane Sesley. Et c'est quelqu'un aussi qui veut peut-être s'amuser et balader un peu les fonctionnaires de police avant d'arriver à l'essentiel, c'est-à-dire d'être interrogé sur le motif de son interpellation. Vous allez me signer le PV d'audition. Ici. C'est rapide comme interrogatoire. C'est parce qu'on a un petit souci sur votre identité. Donc pour comprendre un peu mieux, on va faire tous les relevés anthropométriques, les photos, les empreintes, tout le tintin. Bon, d'accord. Wiktorska, c'est pas mon nom. Ah, on y arrive. On va peut-être y voir un peu plus clair. Et donc? Je m'appelle Jean-Stéphane Sesley. Ben voilà. On va quand même vérifier ça à l'identité judiciaire. Les services d'identité judiciaire nous permettent d'avoir accès à des archives dans lesquelles on garde toutes les traces de toutes les personnes qui ont été l'objet de poursuites judiciaires. Inspectrice Piana, brigade criminelle. Avec leur identité, leurs empreintes, et ce qui nous permet, nous, après, de les confondre en cas d'usurpation d'identité ou en cas de découverte d'un corps qui n'est pas identifié, on peut joindre les deux. Et ça a été bien sûr utile puisque ça a confirmé son identité et ça nous a permis, rapidement dans les fichiers, de connaître l'historique de son passé de délinquant. Habitué des gardes à vue, Jean-Stéphane Sesley a déjà été condamné pour vol à main armée, trafic de stupéfiants, proxénétisme. Par ailleurs, il est en cavale puisqu'il n'a pas réintégré sa prison lors de sa dernière permission 8 mois auparavant. Isolé lors de son interpellation, Jean-Stéphane Sesley ne connaît donc pas la raison exacte de cette garde à vue. Mais s'il semble si sûr de lui, c'est parce qu'il sait que le médecin, appelé le 14 juillet pour constater le décès, a conclu à un accident de musculation.
Les pompiers et policiers venus ce soir-là ont confirmé la mort accidentelle. Selon eux, la victime a été prise d'un malaise alors qu'elle faisait des exercices sur son banc de musculation avec une haltère de 50 kilos. L'haltère serait tombée sur son cou et aurait entraîné le décès. Ils n'ont donc fait aucun relevé dans l'appartement et n'ont pas protégé ce qui est en fait une scène de crime. Après avoir procédé à la notification de garde à vue de Nadège Wiktorska, Aurore Piana, inspectrice à la brigade criminelle de Versailles, se rend avec elle à Sarcelles dans son appartement pour y effectuer une perquisition. Elle espère que son retour sur le lieu du crime va la faire réagir. Notre difficulté lors de cette perquisition, c'est que la scène de crime est polluée. Elle n'a pas été figée au moment de la découverte du corps, donc nous savons très bien, dès lors, que nous pouvons prendre que quelques éléments complémentaires. Donc on récupère la barre d'haltère dans la chambre, qui en fait effectivement a été retrouvée sur le corps de la victime. On récupère des plaquettes de Rohypnol et divers documents, en fait papier, qui peuvent nous conduire à un mobile éventuel. Le temps de prendre connaissance de tous ces documents et de les mettre sous scellé, cela fait plus de 10 heures que la garde à vue a commencé quand ils auditionnent Cézelet. Donc, je tape, je confirme mes déclarations verbales, je me nomme Cézelet Jean-Stéphane, né le 26 novembre 1959 à Reims. Je suis de nationalité française. J'ai terminé mes études en terminale. J'ai fait mon service militaire à Agen, où j'ai fini caporal-chef. Et là, vous habitez où? Je suis sans domicile fixe. Parfois, je dors chez ma mère et mon beau-père à Sarcelles. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes en cavale. Ouais. Vous deviez réintégrer la prison de Saint-Martin-en-Ré après une permission et vous l'avez jamais fait. C'est ça, ouais. C'est un sujet qui pense qu'il est au-dessus des lois, au-dessus de la justice. Florence Daudy, experte psychologue. Et qui ne se fera pas prendre. On voit qu'il s'adapte très bien au fur et à mesure que des éléments viennent un peu contredire ses propos. Il va trouver des arguments pour s'y adapter. Quelles sont vos relations avec Nadège Wiktorska? C'est une amie d'enfance. Sa mère faisait le ménage dans le cabinet médical de mon père. On s'est perdu de vue et dans les années 80, on s'est un peu retrouvés. Enfin, quand j'étais pas en prison. Et après? Je suis retourné voir ma mère en coup de vent 2-3 fois. Période de Noël. C'est là où on s'est revus. Vous l'avez revu en tant qu'ami? Au début, oui, en tant qu'ami. Puis, naturellement, sans que l'un ou l'autre en prenne l'initiative, c'est devenu différent. Vous voulez dire que vous étiez amant? C'est ça. Je pense que Cézelet était un homme intelligent, peut-être frustre, mais intelligent. Et il sait par expérience judiciaire qu'un certain nombre d'éléments sont déjà en possession des enquêteurs et qu'il faut mieux coller à ces éléments qui ne vont pas l'impliquer pour autant. Elle avait l'air d'être heureuse avec moi. Ses enfants aussi. Ils sont au courant de votre liaison? Ils sont petits. Hein. Je crois pas qu'ils voient ça comme ça, mais... Ils nous voyaient souvent ensemble. Ouais. Ils ont même dormi avec nous. Où ça? À l'hôtel, à Sarcelles, ou chez Elisabeth. Quels sont vos liens avec Elisabeth? C'est une amie. C'est surtout elle qui a passé l'appel anonyme, comme l'ont appris les policiers lors de son interrogatoire quelques heures plus tôt. Et c'est chez elle qu'ils ont été interpellés. Les liens entre Jean-Stéphane Cézelet et Elisabeth Tourteau étaient assez simples. Jean-Stéphane Cézelet a été, à un moment donné, celui qui l'a approvisionné en produits stupéfiants. Manifestement, il y avait une dette entre eux. Elle l'hébergeait à la demande de Cézelet. Andréane Sakaz, avocate des enfants Wiktorska. Il lui a raconté ce qui s'était passé. Je crois qu'en toute conscience, parce qu'elle avait une dignité, parce qu'elle avait une conscience, elle ne voulait pas que ce crime reste impuni. C'est quelqu'un qui est sous l'emprise de la drogue assez souvent. Pascal Lavis, avocat de Nadège Wiktorska. Qui est déjà connu des services de police pour usage de stupéfiants. Elle ne veut certainement pas rajouter à un passé déjà lourd des risques quelconques de lien avec un acte grave. Les policiers relâchent donc leur indique Elisabeth Tourteau. Dans ce dossier, ils vont tenter de la protéger et ne pas révéler son identité. Mais en l'absence de preuves matérielles, ils n'ont que son appel anonyme pour fonder leurs soupçons. Pour avancer, il leur faut absolument des aveux. Et le mari de Nadège, vous le connaissiez? Oui.
Il venait parfois chez ma mère. On n'avait pas beaucoup de discussions. Je pense qu'il se doutait même pas qu'on était amants. Mais elle avait besoin de quelqu'un qui s'occupe d'elle. Il faut dire que lui, il était bête. Bon, on va en revenir au 14 juillet. Hein? Qu'est-ce que vous avez fait ce jour-là? Je suis arrivé en fin de matinée chez Nadège. Jean-Bernard était là. On a pris l'apéritif. C'était quoi comme apéritif? Du pastis. Vous en avez bu beaucoup? Un ou deux comme Nadège, comme Jean-Bernard. Enfin, lui un peu plus, hein. Il a bien bu ce midi-là. Puis ensuite, on a déjeuné. C'était quelle heure environ? 1h30. Et vous êtes resté à table jusqu'à quelle heure? 14h30. Ouais, ça doit être ça, ouais. On est resté 1 heure à table à peu près, ouais. Et après? Bah après, on n'a pas pris de dessert parce que Jean-Bernard commençait à être agressif. Il avait bu pas mal de rosé. On n'a pas pris de café non plus et j'ai décidé de m'en aller. Vers quelle heure? 15h30, 16h. Quand vous êtes parti, il faisait quoi, Jean-Bernard? T'es sur le canapé. Devant la télé? Non, je sais plus, non, oui. Enfin, il écoutait de la musique, je sais plus, quoi. Tout ça m'a paru étrange, puisqu'il était indiqué à l'autopsie qu'il y avait au maximum 45 minutes entre la fin du repas et le décès de M. Witorska. Ensuite? Ensuite, je suis arrivé chez Elisabeth en fin d'après-midi. J'ai passé la nuit. C'est à ce moment-là que j'ai appelé mon beau-père qui m'a dit que Jean-Bernard était décédé. Qu'est-ce qu'il vous a dit précisément? Que ma mère et Nadège devaient l'emmener au feu d'artifice. Il devait dîner chez elle, mais il avait déjà trop bu. Ça lui arrivait souvent? Oui. Il prenait des médicaments aussi. Quand il mélangeait les deux, il devenait un peu fou. Donc, il n'est pas allé dîner chez votre mère? Non. Quand elles sont rentrées, elles l'ont vu sur son banc de musculation. Et depuis sa mort, vous vivez chez Elisabeth? Ouais. Elle ne savait pas que je devais réintégrer la prison. À Nadège non plus, d'ailleurs. Mais ça, elles ont dû vous le dire, ça. Hein? C'est plutôt le patron ici. Elles disent qu'elles veulent et ça ne te regarde pas. Les questions qu'il m'a posées, c'est qu'est-ce qu'on avait comme élément dans le dossier? Qu'est-ce qu'avait dit à son sujet Nadège Witorska? Et pourquoi on avait ramené avec nous Elisabeth Tourteau? Je m'en souviens bien. Mais c'est moi qui dirigeais l'audition, donc je disais, écoutez, c'est moi qui pose des questions, c'est quand même pas vous. Et ça vous a pas surpris que le corps de Jean-Bernard soit autopsié? Non, c'est pas con, un type qui meurt sur un banc de musculation. C'est plutôt un incident insolite, non? Il en faisait depuis longtemps de la musculation? Je sais pas. Mais ça faisait pas longtemps qu'il l'avait, son banc. Il était même tout content de son nouveau jouet. Vous alliez souvent chez eux? Non, j'y suis allé 2 ou 3 fois. En tout cas, c'était la première fois que j'y déjeunais depuis ma sortie de prison. Est-ce que tu as une idée de la raison pour laquelle tu es là ce soir? Ah non, je comprends vraiment pas, non. D'autant que mon état de santé me permet pas de soulever des poids. Puis j'étais pas là quand c'est arrivé. Bon. Il est 23h. Dix minutes après la fin de l'audition de Jean-Stéphane Sesley, c'est au tour de Nadège Witorska d'être interrogée. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc vous êtes bien marié sous le régime de la communauté des biens depuis 11 ans avec monsieur Witorska Jean-Bernard. Ça s'écrit bien comme ça? Oui, c'est comme ça. C'est vrai qu'on se trompe souvent. Vous avez des enfants? Oui. J'en ai 2. Le grand a 10 ans et demi, le petit 7 ans. Ils sont où en ce moment? Dans Lyon. Ils devaient rester jusqu'à quand? Demain. Ils peuvent y rester un peu plus longtemps, si besoin. Oui, ils sont chez une amie. Vous vous occupez beaucoup d'eux en temps normal? Oui, mais je suis toujours à la maison, je travaille pas. Vous n'avez pas de casier judiciaire? Non, j'ai jamais été condamnée. Vous saviez combien gagnait votre mari par mois? Oui, à peu près. Combien?
10 000 francs à peu près, puis parfois plus avec les heures sup. Et ça pouvait aller jusqu'à combien? 13 000? Vous saviez qu'il avait une assurance vie? Oui. Il l'a prise au début quand on s'est mariés, il y a 11 ans. Et il y a combien dessus? Je sais pas. Vous êtes sûr? Enfin, je sais qu'il y a un prélèvement qui part dessus tous les mois, de 275 francs. Et qui est le bénéficiaire de cette assurance en cas de décès de l'assuré? Au début, c'était moi, mais mon mari a parlé de rajouter les enfants, je sais pas s'il l'a fait. Donc, lors de son interpellation au domicile d'Elisabeth, Nadège avait été retrouvée en possession d'une pochette Inspectrice Piana. contenant des papiers très intéressants, notamment des documents bancaires, des pièces qui étaient à fournir, en fait, pour toucher les primes d'assurance vie de son mari. Et il y avait un courrier précisant le montant de la prime à plus de 500 000 francs. Quels sont vos rapports avec l'homme que nous avons arrêté en même temps que vous? C'est un ami. Un ami. Vous le connaissez depuis longtemps? Oui, depuis qu'on est tout petit. Vous avez toujours gardé contact? Non. Dans quoi? Non, on s'est un peu revus depuis la fin de l'année, parce qu'il est revenu voir sa maman. Ah, et elle habite où, sa mère? À Sarcelles, à côté de chez moi. Alors, quels sont vos rapports avec lui? On se voit de temps en temps. Vous le voyez. Mais vous avez des rapports intimes? Pas du tout. Vous êtes sûr? Oui. On est étonné dès le départ qu'elle nie une relation quelconque, voire intime, avec Cézelet. Inspecteur divisionnaire Lepache. Mais indirectement, on la comprend, car elle veut aussi le protéger. Donc là, rapidement, on se dit qu'ils sont tous les deux impliqués dans cette action criminelle. Est-ce que vous avez des relations en dehors de votre mari? Non, jamais. Donc on écrit, il s'agit d'un simple ami, je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec lui. Oui, c'est ça. Elle pense encore qu'elle peut et qu'ils peuvent s'en sortir. Ça lui est arrivé de déjeuner chez vous? Non. Jamais? Non. Donc il n'a jamais déjeuné chez vous? Non. C'est tout à fait ce qu'on appelle le PV de chic. On laisse le mensonge se mettre en place et on enferme la personne dans ce mensonge jusqu'à un point où, de toute façon, elle ne pourra plus en sortir. Vous pouvez nous raconter ce que vous avez fait la journée du 14 juillet? Oui. Je vous écoute. Le matin, j'ai été faire des courses pour le déjeuner. Ensuite, on a mangé. Et ensuite, j'ai été chez Madame le maire. Choisir le 14 juillet comme date, ça pouvait être pertinent dans le sens où il y avait les festivités du 14 juillet, le feu d'artifice ce soir. C'est un petit peu une journée festive pour les Français, pour les citoyens. Les forces de l'ordre sont par ailleurs très occupées. Et puis à côté de ça, Nadège pouvait librement partir de chez elle, aller chez les amis, en revenir. À quelle heure vous êtes allé chez Madame le maire? Vers 5h30. Et que faisait votre mari à ce moment-là? Qui se reposait. Où ça? Dans la chambre de mon fils. Ah bon? Pourquoi dans la chambre de votre fils? Il préférait, elle est plus fraîche. Il avait beaucoup bu à midi, au moins 4 ou 5 doses de Ricard, et il a fini la bouteille de vin, et il m'a demandé de prendre des cachets de Rupnol. J'ai essayé de l'en dissuader, mais il m'a dit que c'était pas mes affaires. Il les a pris quand même? Oui. On voit clairement qu'elle cherche à minimiser son rôle. Elle essaie de trouver un argument pour justifier qu'il ait pris des médicaments, mais pas dans le cadre d'une action criminelle, simplement parce qu'il voulait dormir. Il les a pris après le déjeuner? Il en a pris combien? Je sais pas. Il m'a dit qu'il me rejoindrait plus tard chez les Lemaire pour le feu d'artifice. Mais après, dans la soirée, comme il n'y arrivait pas, j'ai appelé plusieurs fois à la maison, 5 ou 6 fois. Ça répondait pas. Du coup, j'ai décidé de venir avec Claudine pour le chercher. Et c'est là qu'elle l'a trouvé mort. Mais Claudine, c'est bien Madame le maire? Oui. Et après, on a appelé son mari et les pompiers. Et où était le corps du défunt? Sur le banc de musculation, avec l'haltère sur le cou. C'est bien l'utilisation de cette barre lourde qui a fait pression. Bernard Marc, médecin légiste. Mais elle a été manipulée, maintenue et a occasionné le décès de cette façon-là. On a des lésions qui sont tout à fait évocatrices, qui sont des lésions qu'on regroupe dans les lésions dites de strangulation, avec des lésions internes, des lésions des cartilages, des compressions des gros vaisseaux du cou. Jean-Bernard Wiktorska était un homme costaud, 1m90 pour 85 kg. Comment se fait-il qu'il ne se soit pas défendu? Les analyses apportent 2 éléments. La présence d'un tranquillisant, qui est même un tranquillisant actif et un hypnotique,
le flunitrazépam et la présence d'alcool. Alors, le flunitrazépam, c'est le produit actif d'un produit somnifère qui était le rohypnol, qui a été retiré du marché, qui était un produit provoquant un sommeil rapide. Le fait de retrouver du produit essentiellement dans le sang et très peu dans l'urine indique que le toxique a été ingéré peu de temps avant le décès. Il a juste eu le temps de passer dans la circulation sanguine. Il commence à peine à être éliminé et on est certain que son ingestion est proche du moment du décès. L'analyse du bol alimentaire va confirmer elle aussi que le décès est proche du déjeuner. Donc là, on retrouvait de la viande, des tomates, de l'oignon, des produits qui sont encore tout à fait visibles. Donc il n'y a pas eu l'action des sucs gastriques. On sait qu'on est donc dans une période entre une demi-heure et 2 heures après l'ingestion de l'alimentation. Vous venez d'écouter un épisode de Garde à vue. Retrouvez bientôt la suite. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à lui mettre plein d'étoiles.